Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente. Mon nom est Mélanie Dugas. Je travaille, ce soir, je représente la portion intervenante. Je suis coach familial, donc je fais du coaching à la maison avec les parents qui peuvent vivre différentes problématiques à la maison. Mais j'ai également, bonsoir, j'ai également participé sur le comité de pilotage du projet par ricochet à titre de parent. Donc, depuis le début du projet, il y avait des parents qui participaient sur ce comité-là pour nous amener où est-ce qu'on est ce soir, parce qu'on s'était dit au départ, qui de mieux que de répondre aux besoins des parents que des parents. Et une des choses qui est importante pour nous, c'était justement d'avoir la co-animation d'un parent avec nous. C'est pour ça, chacun des ateliers, il y a un parent qui fait équipe avec nous ce soir pour partager leur vécu. Alors, je suis Julia. Je suis, comme Mélanie l'a dit, je suis ici en tant que maman d'abord, en tant que parent. Pour ma part, j'ai 3 enfants. J'ai un ado de 13 ans, secondaire 1, un de 9 ans au primaire et une petite cocotte de 2 ans et demi. Donc, l'écart est quand même, c'est une dynamique assez particulière, si on veut. Ce qui est un peu différent de la dynamique que peut vivre Mélanie, c'est que j'ai Émeric, mon deuxième, qui a 9 ans, qui a un déficit d'attention. Et il est dysphasique également. Donc, ça peut amener son lot de particularités quand c'est le moment, justement, des devoirs et leçons. Pourquoi? Vous avez certainement déjà entendu votre enfant vous lancer à quoi ça sert, les devoirs. J'en ai fait en classe, pas besoin d'en refaire. Le prof l'a expliqué, c'est beau. Mais justement, devoirs et leçons, à quoi ça sert? Souvent, ça nous aide qu'on est capable de savoir pourquoi j'ai besoin de le faire, pourquoi je le fais. Ça peut me donner la motivation justement pour faire « OK, même si j'aime pas ça, du fait que je comprends, je vais m'appliquer ». Ça peut juste changer un petit peu l'énergie ou l'attitude qu'on a pour s'investir dans ce moment-là. Les phrases d'enfants. Mon prof ne l'a pas expliqué. « Ah, c'est plate, j'en ai trop, j'aime pas ça, les devoirs! » Qu'il y ait 5 ans ou qu'il y en ait 15, ça se peut que vous l'avez entendu. Et de la part des parents aussi. Si vous ne les avez pas dit à voix haute, vous les avez peut-être pensés. J'ai envie, par contre, d'ajouter un petit bémol à ce que tu dis quand tu dis, tu sais, je l'ai dit puis je suis coupable. C'est correct, des fois, de dire à nos enfants, bien, moi aussi, quand j'avais ton âge, je trouvais ça vraiment plate. C'est correct de dire, moi aussi, j'haïssais ça, les devoirs. Notre ton puis notre attitude va être très différent si je dis ça de cette façon-là, sais-tu? Moi aussi, je te comprends, je trouvais ça plate. Que, en tout cas, moi aussi, j'haïs ça, là, je comprends pas tout pourquoi ton prof m'en a donné. La culpabilité, on est fort à s'en servir, on se tape sur la tête. Le problème, c'est que ça ne nous sert à rien sauf nous gruger l'énergie. Ce qui nous aide, c'est de prendre conscience de ce que je fais présentement puis de me dire, est-ce que je peux changer quelque chose? Aussi petit soit-il. Et c'est quand je me responsabilise que là, j'ai plein de pouvoir. Et c'est là qu'on peut, puis c'est aussi ce qu'on veut faire avec nos enfants. D'une part, ça permet d'intégrer les notions qui ont été apprises en classe. Donc, c'est en se pratiquant qu'on apprend, de prendre ce que j'ai appris, la matière que j'ai reçue, puis là, bien, après ça, dans un contexte autre que scolaire, est-ce que j'ai compris ce que mon enseignant ou mon enseignante m'a transmis comme information? Ça permet aux parents de le situer, mais ça permet aussi à l'enseignant de situer les élèves. C'est un outil pour les enseignants de faire la distinction entre « j'accompagne » et « je fais tout pour lui ». Des fois, c'est de leur expliquer justement à quoi ça sert. Nous, on est content de le savoir. Il faut leur transmettre aussi le positif de ça. Vraiment partager ce que je fais pour toi. Aviez-vous des exigences? Parce que dans le fond, ce que je veux, c'est que mes enfants fassent leur possible. Tes enfants fassent du mieux qu'ils peuvent. Quand mes enfants me ramènent leur bulletin, là, avant même qu'ils l'ouvrent, « Maman, on a reçu nos bulletins! » Parfait, mets-le de côté. Est-ce que tu l'as regardé, toi? Oui. Les notes qui sont là, toi, est-ce que tu en es fière? Oui. Bien, j'aurais aimé mieux avoir une plus belle note là, en mathématiques. OK, parce que, bien, je pense que j'aurais pu faire plus. Bien, je vais peut-être travailler un peu plus fort la prochaine fois. Parfait. Puis les autres? Bien, je suis content. Est-ce que tu as tout fait ce que tu pouvais faire pour arriver là? Oui. Alors, moi, c'est tout ce que je peux te demander. Les bonnes notes? Oui. Mais à quel prix? Et peu importe vos exigences, en coaching, quand je travaille avec les familles, c'est beaucoup par objectif. Donc, j'ai souvent tendance à dire aux parents, quel est votre objectif?
Est-ce que mon objectif, c'est A, je veux que mon enfant excelle et ait des bonnes notes, ou B, je veux que mon enfant développe du plaisir à apprendre, qu'il devienne curieux. L'objectif que je vais me fixer va déterminer les actions que je vais mettre en place pour y arriver. Il y a des grands scientifiques ou il y avait Picasso aussi, qui avaient justement toutes sortes de difficultés. Il y en a plusieurs. Einstein a échoué plein d'affaires. À chaque fois que j'ai un échec, c'est simplement un pas de plus vers la réussite. Effort versus résultat. On a une croyance populaire à dire les efforts sont directement proportionnels aux résultats obtenus. Ça dépend. Des fois, oui. Parfois, non. Exemple. Ma cocotte, quand elle avait 6 ans, à peu près, on est en première année, faisait des cours de natation. S'inscrit dans le premier cours. Déjà en partant, elle, c'est une mini cocotte. Elle est dans les plus petites de sa classe. J'ai un mini format, moi, à la maison. Fait que quand on est arrivé, en première année, elle a déjà presque une tête de moins que les autres. À la fin du premier cours, le moniteur me dit « Écoutez, je trouve qu'elle est un peu plus avancée que ceux qui sont là. Donc, si vous voulez, on va la mettre avec les 7 ans. » On me dit « OK, c'est beau. » Arrive dans la piscine, premièrement, dans le bassin d'eau, elle a de l'eau là. Et là, pendant 4-5 cours, je la vois, elle s'efforce, elle se démène au bout. Premièrement, elle est comme ça dans l'eau tout le temps, parce qu'elle essaie de s'assurer qu'elle n'ait pas d'eau dans la bouche. Elle se donne pour faire des longueurs, elle a la technique, et arrive, cours à peu près 5-6, j'arrive à la maison un soir, parce que je n'étais pas là, puis mon conjoint me dit, elle n'a pas voulu aller au cours de natation, elle me dit qu'elle avait mal au ventre. OK. Semaine suivante, Lia va ramasser tes choses, on va s'en aller au cours de natation. Ah, j'ai mal au ventre. C'est drôle, elle jouait très bien il y a 5 minutes. Cloche qui sonne. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'assoit, puis on jase un petit peu. Il a fallu que j'aille gratouiller pour que finalement, ce qui sorte, c'est je fais plein d'efforts, puis je suis toujours la dernière, parce qu'il faisait des longueurs, puis elle avait toujours une longueur en arrière des autres. Peu importe ce que je fais, je suis toujours la dernière. Puis en parlant avec son prof, elle me dit c'est pas au niveau de la technique, elle a la technique, mais effectivement, elle a une tête de moins que tout le monde. Elle a les bras moins longs, le bassin moins long, les jambes moins longues, fait que ça demande une certaine force. Fait qu'elle s'est découragée. Quand j'obtiens pas le résultat au bout de la ligne, là, c'est décourageant. Ça l'est pour nous comme adultes, l'énergie, puis l'envie de vouloir continuer. Il faut qu'on en vive un peu. Quand même qu'il arrive avec une note bas, qu'on se dit un petit peu moins acceptable, il faut se poser la question, moi, si je t'ai vu travailler fort, tu as étudié, tu as mis plein d'énergie, quand même que tu m'arrives avec un 62, c'est ça qui compte pour moi. Le lien avec le stress de performance, c'est une réalité que les enfants vivent beaucoup. Hein? Donc, les enfants peuvent être hyper brillants, connaître très bien les notions, puis arrivent face à un examen et ils figent. J'ai un petit coco que je connais, il a fait 3 fois des entrées pour entrer dans une école privée. Excellente note, super bon bulletin. Arrive aux examens d'entrée. Fait qu'il a fallu travailler au niveau de son anxiété et pas d'un point de vue académique. Parce que c'était pas d'un point de vue académique qu'il y avait de la difficulté. Je parle de contrôle de la qualité dans le sens où, tu sais, quand on veut qu'ils travaillent, par exemple, leurs mots de dictée, puis que là, il y a besoin de les écrire, puis je fais « Non, tu vas pas ramener ça au prof comme ça, là. Efface-moi ça, c'est tout cochonné. On est en train de pratiquer la calligraphie, on est en train de pratiquer les mots dictés. Si on pratique les mots dictés, pas grave si c'est cochonné. Et j'ai envie de vous dire, si c'est cochonné, il y a une personne qui va dire si c'est bien ou pas, c'est son prof. Et qu'est-ce qu'on travaille à ce moment-ci? Attitude gagnante. Vous me voyez venir, essayer d'éviter. Les étiquettes, surtout, quand on parle d'importance des mots, là, les enfants, quand ils sont petits, ça le devient aussi quand ils sont ados, mais ça commence d'abord quand ils sont jeunes, s'identifient parce que les parents ou les personnes significatives autour d'eux leur disent. Donc, si j'ai tendance à dire « Coudon, t'es donc bien paresseux. » Paresseux. « T'es chialeux, toi, quand ça vient le temps d'aller faire tes devoirs et des leçons. Ah, t'es fatigant! » Bien, ils s'identifient comme étant un fatigant, un paresseux, un irresponsable. Et qu'est-ce que ça fait, un fatigant? Qu'est-ce que ça fait, un chialeux? Ça chiale.
Qu'est-ce que ça fait un irresponsable? Ça fait quelqu'un qui oublie. Et ça aussi, ça s'imprègne dans le cerveau. Fait que des fois, justement, de faire attention. Les menaces et les punitions, le danger avec des menaces et des punitions, c'est qu'on va créer un ancrage négatif associé aux devoirs et aux leçons. Vous allez être gagnant à associer ce moment-là à quelque chose d'un peu plus agréable. Encourager, valoriser. Pensez, par exemple, un devoir. Je vais te demander d'écrire une phrase. Après ça, tu peux aller jouer, puis dans 20 minutes, tu reviens écrire l'autre. Qui a rouspété? Champion. Je suis fière de toi, tu t'es rendu jusqu'au bout. Va jouer maintenant, tu reviens dans 15 minutes. Valoriser, l'encourager. Je sais que tu es capable, je sais que c'est difficile, puis tu es fatigué, mon grand. Regarde, je reste avec toi. On continue un petit bout. Je vais m'asseoir à côté de toi. Je pense aux ados, tu sais. Des fois, on se dit, bon, ils devraient donc les faire tout seuls. Mais ça peut être de faire, sais-tu quoi? J'ai de l'ouvrage, j'ai de la lecture à faire. Je vais venir m'asseoir à côté de toi. Support moral, je te soutiens. Puis je reste près d'eux autres quand même. L'implication à l'école, parce qu'ici, on a une maman qui s'implique beaucoup. Pourquoi l'implication? Bien, ça donne du positif à l'enfant. L'enfant, moi, je sais bien que le soir, quand je dis, il me demande, tu vas où, maman? Bien, je m'en vais à l'école. Mon plus jeune, entre autres, les premières années, ça, hein, tu s'en vas à l'école? Oui, je m'en vais rencontrer la direction, les profs, puis on discute des choses. Ça l'est comme, ma mère s'en va à l'école. C'était cool pour lui. Et ça leur donne une image positive de l'école. Tu sais, si je dis, hey, moi, je ne vais pas là. Mais c'est aussi au niveau du sentiment d'appartenance de leur école. Le message que vous envoyez juste à vos enfants, la relation que j'ai avec mon ou mes enfants, ça ressemble à quoi? Vous allez gagner à investir dans la relation parce que parfois, pour plein de raisons, ça se peut que notre relation soit super tendue présentement. Si je ne prends jamais de temps de qualité avec mon enfant, ne serait-ce que de prendre 5 minutes par jour pour avoir du plaisir et à être avec lui, et non pas à faire nécessairement quelque chose avec lui. Justement, pour les devoirs? Il y a être patient, être très patient, être très, très patient. Fait que oui, on met nos forces à contribution aussi. C'est ça notre job, c'est d'amener nos enfants à devenir des êtres autonomes et responsables. Ça se résume, entre autres, à assumer nos choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à se responsabiliser dans ce dossier-là? Ça a été un petit peu nommé tout à l'heure, c'est de l'accompagner puis de le guider. Le matériel à la maison, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir un petit kit de survie. Fait qu'ils n'ont plus non plus le stress de dire, OK, à chaque jour, il faut que je pense d'emmener mon porte-crayon. Plan B, en cas d'oubli, plan B, c'est d'appeler un ami. Pour les ados qui ont comme développé l'habitude d'oublier tout le temps les devoirs. Bah, si je les ai pas, je vais aller jouer, je vais aller faire d'autres choses, je vais aller passer du temps à l'ordi. Fait que le plan B devient, OK, si on a déterminé que le prof a dit, bien, il devrait étudier à peu près 1 heure à tous les soirs, bien, c'est 1 heure que tu dois faire d'études. Donc, si tu as oublié tes devoirs ou tes leçons, tes notions à étudier, tu vas devoir quand même passer 1 heure à la maison. On va aller chercher des choses sur Internet. Maintenant, c'est le fun, on a plein d'affaires. Ça peut être que tu dois lire un roman. Il peut y avoir quelque chose qu'il doit faire au même titre que de faire ses devoirs pendant la période déterminée. Ça se pourrait peut-être que tout d'un coup, oups, il se rappelle d'apporter ses devoirs et ses leçons. Ce qui m'amène à aider à réfléchir aux solutions et aux conséquences. Donc, par rapport à les aider à se responsabiliser plutôt que de leur donner les réponses. Puis même chose avec les solutions. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Je pourrais les écrire. OK? Fait qu'elle a le fabuleux tableau blanc effacé, là. Il est collé maintenant sur sa porte de chambre. Puis à chaque semaine, quand elle a ses trucs, elle ouvre son agenda. On regarde le calendrier familial de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? Puis avec ça, elle va écrire. Lundi, je vais faire ça. Mardi, je vais faire ça. Ah, c'est vrai, j'ai un projet qui s'en vient dans pas longtemps. Je vais avoir besoin de telle chose. Et quand c'est elle qui le fait, j'ai pas à me battre avec elle. Elle a déterminé le moment que ça allait se passer. Puis parce que c'était son idée, j'ai davantage son implication. Un style d'apprenant? Visuel, auditif, kinesthésique. Donc, l'enfant visuel. L'enfant qui je nomme des consignes. Pour apprendre, il va écrire. Quel mot que je t'épelle, là, présentement? Des petites boules d'énergie qui aiment participer aux discussions. Ils en ont de la jasette, eux autres. Ils vous racontent des choses dans les moindres détails. Que lui, au contraire, de lire, ça ne marche pas, il va vous écouter. Fait que les consignes, là, il préfère les écouter, il n'a pas besoin de les regarder. Il risque davantage d'être auditif. On peut enregistrer sa dictée, la réécouter, lui faire lire les mots de vocabulaire, épeler ou lire à haute voix.
Lui faire répéter verbalement une consigne en chantant, ce qui stimule, ce qui allume l'enfant dans le fond, lui permettre de faire ses devoirs avec un ami au téléphone, d'échanger. Étant donné qu'il est auditif, ça peut entrer facilement, puis c'est plaisant pour eux. Enfant kinesthésique, vous en avez un qui bouge. Beaucoup. Vous parlez, là, vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas parce qu'il est en train de griffonner sur quelque chose. Fait que 3 plus 1, flap! Je lance la balle, elle l'attrape, il fallait qu'elle me le dise. Plutôt que de lutter contre le fait qu'ils bougent, pourquoi ne pas répondre à leur besoin de bouger? Puis ça n'a pas besoin d'être grand. Jouer à l'enseignant, utiliser un tableau, lancer balle au mur, ça peut être de laisser l'enfant danser en épelant ses mots. On a écrit quelques ressources, des livres qui peuvent être intéressants, puis des sites Internet.